Dans cette vidéo, on va voir le deuxième exercice que j'ai eu, c'est celui-là. Je prends une matrice M dans Mn de R. Je suppose que pour toute matrice antisymétrique, le déterminant de la somme est nul. Donc M plus N n'est pas inversible. Il faut montrer que M est alors antisymétrique. Donc la première remarque, c'est que les antisymétriques, je vais les appeler AN, ça forme une somme directe avec l'ensemble des matrices symétriques. Et ça, c'est Mn de R. Autrement dit, je peux écrire de manière unique M comme la somme d'une matrice antisymétrique et d'une matrice symétrique. Donc je peux écrire MA pour antisymétrique plus M symétrique. Et ça, c'est intéressant parce que le fait de devoir montrer que M est antisymétrique me dit que ce que je peux faire, c'est considérer M moins MA. Donc M moins MA, c'est une matrice symétrique du coup, mais qui vérifie encore l'hypothèse. Qui vérifie M moins MA, ça vérifie encore que quand j'ajoute n'importe quelle matrice antisymétrique, le déterminant est nul parce que les matrices antisymétriques, c'est stable par somme. Et donc quand j'ajoute une matrice antisymétrique à ça, c'est comme si j'ajoutais une matrice antisymétrique à M. Donc moralité, on peut supposer M dans Sn, on peut supposer que la matrice est symétrique et on veut M égale 0. Okay, donc ça, c'est la moralité. Quitte à retrancher la partie antisymétrique, je peux supposer que ma matrice est symétrique et j'ai envie de montrer que la matrice est nulle. Un autre phénomène, c'est qu'une matrice symétrique, on sait très bien que ça se diagonalise. Et donc, on peut écrire M. Donc, je rappelle que M est symétrique. Je suppose que ma matrice est symétrique. Je peux écrire que M est égal à O fois D fois OT, avec D une matrice diagonale, et O dans ON de R. Ça, c'est le théorème spectral. Je diagonalise ma matrice. Et le fait est que le fait de conjuguer par O laisse invariant les matrices antisymétriques et les matrices symétriques. Donc là, faut s'en convaincre un petit peu. Mais je peux supposer, on suppose que M est diagonale. Pourquoi? Parce que le fait de quand j'ajoute n'importe quelle matrice antisymétrique, c'est pas inversible, c'est invariant par conjugaison par O. Et donc ce que je veux dire, c'est que si c'est vrai pour M, alors c'est vrai pour D. Parce que le déterminant de D plus N, si je prends une matrice antisymétrique N, le déterminant de D plus N, lorsque je conjugue par O, ça me fait le déterminant de M plus O, N, O, T. Parce que O, T, je rappelle que c'est O moins 1. Et du coup, quand je conjugue, ça ne change pas le déterminant. Et ce que j'ai, c'est que le déterminant de D plus N, c'est le déterminant de M plus O, N, 0, T. Sauf que ça, c'est encore antisymétrique. Ça, c'est encore antisymétrique. Et donc ça, c'est 0. Donc ce que j'ai montré, c'est que si le résultat est vrai pour M, alors il est vrai pour la matrice diagonale D. Donc je me ramène au cas où M est une matrice diagonale. Donc ce que j'ai fait depuis le début, je recommence. Je prends une matrice quelconque, je suppose que la somme avec n'importe quelle matrice antisymétrique est non inversible. Ce que je fais, c'est que d'abord, je dis que ça revient à montrer que toute matrice symétrique vérifiant cette propriété est nulle. Et ensuite, une fois que j'ai ma matrice symétrique, comme le fait de conjuguer par un élément de ON ne change pas le fait d'être symétrique et d'être antisymétrique, l'énoncé est invariant par changement de base orthogonale. En gros, l'énoncé est invariant par changement de base orthogonale. Donc je suppose que ma matrice est diagonale. Et l'énoncé devient j'ai D1, Dn, tel que, quel que soit A antisymétrique, alors la matrice D1 jusqu'à Dn plus A est de déterminant nul. Et là, peut-être que tu vois déjà comment conclure. Un truc qui m'a aidé dans cette orale, c'est un truc hors programme, même s'il n'apparaît pas dans la résolution, c'est qu'en fait, un fait de la vie, c'est que toutes les matrices antisymétriques sont orthogonalement équivalentes. Donc quand je prends une matrice A antisymétrique, elle est semblable de manière orthogonale à une matrice de la tête moins enfin A0, des blocs de 2 avec des trucs antisymétriques comme ça. Tu as plein de blocs de 2. Donc quand je prends une matrice antisymétrique,
elle va être équivalente à une matrice avec plein de blocs de 2. Et les blocs de 2 seront de la forme moins A0, A0. Il y aura peut-être des 0 et sinon ça sera des blocs moins A1, A1, 0, 0. Enfin voilà. Une matrice antisymétrique, c'est à cette tête-là. Et donc, ce qui en découle, c'est que si j'ai envie de tester des trucs pour des matrices antisymétriques, donc c'est ça l'énoncé, ça revient plus ou moins, enfin, un exemple important de matrice antisymétrique, c'est les matrices de la forme A0 moins A0. Donc je peux supposer que dans un premier temps, je vais regarder ce qui se passe quand ma matrice antisymétrique, elle est de la forme je sais pas quoi, et ensuite un bloc moins A, 0, 0. Et ça, je sais que c'est déterminant nul. Maintenant, je pense que tu vois un peu ce qui se passe. Si je suppose que j'ai un DI, si je suppose qu'il existe I tel que DI est non nul, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on isole le DI. Par exemple, on suppose que D1 est non nul. J'ai ce D1 ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc je vais garder un coefficient 0 ici. Et mon but, c'est d'avoir des blocs de 2 qui vont être inversibles. Donc ici, j'ai un bloc de 2, de 3, et j'ai envie, en lui ajoutant des matrices antisymétriques, le rendre inversible. Donc ce que je fais, c'est que j'ai 0 ici. Ensuite, je vais avoir un truc moins AA, 0, et ensuite, je vais avoir plein de trucs comme ça, moins AA. Et la matrice que j'obtiens à la fin, ça fait quoi? Ça fait un coefficient D0 ici, enfin D1 ici, un coefficient D2 ici, D3, enfin voilà, ça fait un coefficient non nul ici par hypothèse, et ça fait plein de matrices comme ça. Et ce qui se passe, c'est que quand je prends A qui est assez grand, la matrice A moins A, D2, D3 est inversible. Pour un certain réel A qui est assez grand. Donc, il existe un réel A assez grand tel que tout est inversible. Pourquoi? Parce que c'est plein de blocs 1 et des blocs de 2. Les blocs de 2, ils sont inversibles d'après l'argument ici, pour A assez grand pour tous les DI. Et le bloc D1, il est inversible par hypothèse parce que D1 est non nul. Donc, je répète l'argument. Mon hypothèse, c'était que ma matrice diagonale ajoutée à n'importe quelle matrice antisymétrique, c'était non inversible. J'ai envie de montrer que si un coefficient non nul, c'est pas possible. Ce que je fais, c'est que je prends le coefficient non nul D1, quitte à permuter la matrice, ça change clairement rien. Je prends le coefficient non nul D1, et ce que je fais, c'est que dans les autres coefficients qui sont potentiellement nuls, donc là, D2, D3, il est potentiellement nul, j'ajoute des coefficients A et moins 1 de part et d'autre. Et ensuite, je rends le coefficient A assez grand pour que cette matrice-là soit inversible, ce qui est possible. Puis cette matrice-là, quand A est assez grand et inversible, c'est juste, tu calcules les déterminants, c'est D2, D3 plus A carré. Donc quand A carré est assez grand, ça c'est inversible. Donc je prends un A tel que tout est inversible, ça ce coefficient-là est inversible, la matrice est inversible, et on a fini l'exo. La seule matrice symétrique, c'est la matrice nulle. Donc cet exercice-là, c'était un peu un exercice où justement, il faut avoir du recul. Et j'ai eu la chance de l'avoir fait après le premier exercice. Donc après avoir fait le premier exercice, j'étais mis en confiance et j'ai pu avoir plus de recul sur cet exercice. Comme tu l'as vu, les étapes s'enchaînent, il n'y a pas d'idée incroyable à avoir. Donc voilà, ça c'était le deuxième exercice.